bienvenue au monde de la course, les nouvelles de la course. Cette semaine, au menu, nous commençons tout d'abord à faire un petit retour sur une de nos invitées précédentes, Annick Bessot, la nutritionniste. Dans le fond, au moment de l'entrevue, elle voulait pas se prononcer à 100%. Elle était pas mal sûre de son opinion, mais elle voulait pas se prononcer à 100% pour pas nous induire en erreur. Et elle a fait ses recherches après. Dans le fond, la question que j'avais pour elle était est-ce que c'est important de manger des glucides tout de suite après avoir fait un entraînement? Et dans le fond, la réponse est à moins que tu sois un triathlète qui fait comme 1 million d'entraînements par jour ou que tu es vraiment dans une phase d'entraînement vraiment extrême et que tu as besoin de récupérer rapidement, non, ce n'est pas nécessaire. Oui, tu vas absorber beaucoup plus rapidement les glucides si tu les prends à l'intérieur de 15 à 30 minutes après l'exercice. Mais c'est pas nécessaire si tu cours une fois par jour puis que c'est pas trop intense puis que tu as quand même un bon temps de récupération entre chaque. Tu as le temps de remplir à nouveau tes réserves de glycogène. Mais si vraiment là, tu veux être prêt pour le lendemain matin, tu viens de faire un gros workout le soir, puis le lendemain matin, tu en as un gros, c'est idéal de prendre tout de suite après. Et ça nous vient c'est la position de la American Dietetic Association et Dietitians of Canada et le American College of Sports Medicine. Vous pouvez aller retrouver ça. Et c'était le titre du paper, c'est ça, Position of the blablabla que je viens de dire, Nutrition and Athletic Performance, puis ça date de 2009. Donc pas parfaitement récent, mais c'est quand même l'opinion de tous les gros boards ensemble qui disent que c'est pas nécessaire à moins vraiment que tu aies un gros entraînement qui suit. Ensuite, on fait un petit retour sur notre concours Brittany Runs Marathon. Dans le fond, les gagnants ont été sélectionnés jeudi soir à 22h. Dans le fond, on avait initialement Robert Sitt et Sam Rodriguez qui avaient été choisis au hasard avec un chiffre, un random number generator. Et Robert Sitt a accepté l'offre et Sam Rodriguez malheureusement n'était pas disponible pour la soirée de la première qui est ce mercredi soir. Donc il a donné ses billets au suivant. Et Olivier Roy-Barjon, qui était le troisième, a lui aussi donné ses billets au suivant. Donc c'est Alexandre Pratt qui a accepté. Donc félicitations aux gagnants du concours Brittany Runs Marathon. Je les verrai accompagné de Sophie à la première ce mercredi. Désolé Phil. Ah, Désolé. Et c'est ça, on a avec nous Phil Blackburn à qui j'avais donné un petit shout-out au courant du dernier épisode. Dans le fond, Phil, tu faisais le demi-marathon de la Chine. Et ça, je savais que tu avais dit que tu avais l'impression que ça devrait bien aller. Ça a l'air que c'est bien allé. Vraiment, l'entraînement va de bon train. Et les résultats le montrent. Tu l'as dit, tu as fait 1:39:19. Avant ça, ton meilleur temps était de 1:47:58 au demi-marathon d'Amsterdam. Mais tout d'abord, peux-tu nous donner une idée à ceux qui viennent de commencer? Puis ça, c'était quand même ton record personnel qui datait d'un bon bout. Il datait de quand ce record? 2015. De 2015. Fait qu'un record vieux de 4 ans, fait à Amsterdam dans des conditions idéales, un parcours plat, température parfaite. C'était quand même très plat à la Chine, mais il faisait quand même un petit peu chaud, surtout vers la fin. Tout d'abord, ça fait combien de temps que tu cours puis que tu cours plus sérieusement? Je dirais que je cours plus sérieusement depuis peut-être 5 ans. Puis, mais là, dans la dernière année, disons que j'ai consacré plus de temps à la course à pied. Puis, disons qu'avec le club Endurance, j'ai l'impression d'avoir augmenté mon niveau. J'ai plus l'impression d'être endurant depuis mon entraînement cet hiver avec Endurance. Ouais.
Mais là, tu t'es mis avant, tu faisais quoi? Tu n'avais même pas d'entraînement spécifique, tu faisais juste courir. Exactement. Puis là, maintenant, tu fais 2 entraînements semaine avec l'équipe de la boutique Endurance. Dom Royer, c'est ton coach, je pense? Exactement, mais là, j'ai pris un petit congé d'été. Ouais. Mais cet hiver, là, j'avais deux fois des intervalles par semaine. Une fois avec l'Université de Montréal, puis une fois avec Dom Royer d'Endurance. Ouais. Puis sinon, c'était des longues distances, que ce soit tout seul ou avec Endurance le dimanche matin. Ouais. Puis là, j'en vois vraiment les bénéfices en ce moment, là, Ouais. cet été. Là, quelques mois plus tard, là, je vois Hard vraiment la work différence. phase. Ouais. Exactement. Puis je peux me pousser plus fort dans les entraînements maintenant. Puis je pense que je suis vraiment content de moi. C'est sûr qu'il y a eu l'entraînement, mais il y a aussi les souliers qui ont fait la différence. T'avais ces souliers-là, mais dans une autre couleur, les Razor Exactement. 3, placement de produits subtil. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, ça fly, c'est léger. Ouais. Puis placement de produits avec les Skechers, les Go Run 7. Ouais. Ça, je m'entraîne plus longue distance. Ouais. Fait que bravo à Skechers. Puis, bravo à toi. Puis toi, dans le fond, avant, toi, t'es un coureur de 4 heures au marathon, là, tu sais. Ouais. Mais là, ça risque de descendre. 4 heures. Puis ça fait longtemps, t'as jamais brisé le 4 heures. Ben, c'était mon premier. Ouais, c'est ton premier sous 4 heures à Montréal l'année passée. Là, j'ai fait 3h53 en France en avril. Ouais. Puis là, c'est quand tu commençais à t'entraîner pour de vrai. Ouais, encore plus pour de vrai. Exactement. Puis idéalement 3h45 en septembre avec Marathon de Montréal. Ouais. Fait que avec toi qui va flyer. On va voir, on espère. Mais c'est ça. Fait que comme quoi que l'entraînement pay off. Les souliers aident peut-être aussi d'avoir des bons souliers pour la course. Là, ça fait, surtout pour la course, je te dirais, le jour de la course, ça fait une crime de différence d'avoir des souliers légers que tu sens que tu fly avec. Ça fait une bonne, surtout sur un demi-marathon. Là, peut-être sur un 5, tu peux t'en sortir avec des souliers de merde un peu, mais mettons un demi-marathon, tu vas avoir des souliers qui vont vraiment retourner l'énergie. Ouais. Puis t'avais dans ton petit post Facebook, tu avais dit tu te sentais comme une fusée. Ouais, exactement. Je m'étais jamais senti comme ça avant. Je pense que le feeling était vraiment bon. Puis j'ai couru aussi avec une collègue du club Endurance. Puis ça aussi, on s'est super entraînés l'un l'autre. Un petit shout-out, c'est quoi son nom? Mariana. Merci. Puis ouais, c'est ça. C'était vraiment le fun. Bravo à la Chine. Bravo à toute l'organisation. C'était super. Good. Puis aussi au demi-marathon de la Chine, on a eu un record du monde. Un record du monde de demi-marathon en poussant un wheelchair, un fauteuil roulant. Et là, il y a du monde qui me dit ben, comment ça fait qu'il y a le record? Parce que il a fait ça, Julien Pinsonneau a fait ça avec un temps de 1:23:52, quand même très rapide. Mais il y avait mon coach, j'étais comme là, ça marche pas parce qu'il y a un gars qui a un record, Callum Neff, il a fait le record avec une poussette en 1:11:27, mais là c'est des catégories différentes. Poussette est une catégorie différente de fauteuil roulant. Donc le record pour le fauteuil roulant était autour de 1:29, je pense, ou 1:28. Donc il était beaucoup plus atteignable. Mais là, mettons une poussette, là, faire une 11:27 en poussant une poussette, quelque chose. C'est un motivé, c'était Callum Neff qui a fait ça. Une poussette, c'est un enfant, puis un fauteuil roulant, c'est peut-être plus un... Ouais, c'est sûr que c'est fauteuil roulant, je sais pas si ça spécifie le poids de la personne dedans, mais c'était fait avec un Cartus, donc qui est vraiment c'est pas un fauteuil roulant d'hôpital, c'est un fauteuil roulant qui est fait pour rouler, donc c'est fait pour la course. Mais tout de même, j'ai oublié ça déjà, un 1:23:52, quand même pas peu, surtout dans la chaleur qu'on a à Montréal. Quand même, chapeau à Julien Pinsonneau qui a maintenant un record Guinness à sa ceinture. Félicitations. Maintenant, on passe, on va retourner sur le Ironman du Mont-Tremblant. Je vais donner un petit... tout d'abord, on va dire les résultats des femmes. Donc, du côté des femmes, en première position, Carrie Lester, 8h48:26. Deuxième, Sarah True, 9:04:31. Et Jodie Robertson, 9:16:16.
Aucune québécoise, ou est-ce que je sache. Bref. Le côté gars, là, c'est ça qui était assez excitant. On avait mon ami que je me suis entraîné avec dans le temps, mais là, il a vraiment crashé. Il est, dans le fond, Antoine Jolicoeur Desroches, que je m'entraînais avec lui au cégep André Laurando dans le temps. Okay. Il était plus rapide que moi. Lui, c'était notre troisième coureur. Moi, j'étais le quatrième de justesse. Et que lui, c'est ça, maintenant, il est rendu un triathlète professionnel. Et il s'est essayé au Ironman Tremblant. Et en sortant de la nage, il menait. Mais la nage est sa force. Et ensuite de ça, au vélo, il s'est fait rattraper par Sanders et par Cody Beals. Et là, au marathon, c'est là qu'il a craqué. Mais il s'est essayé. Il l'a dit dans son petit post Facebook après qu'il voulait vraiment essayer de faire un podium à Mont-Tremblant, qui est son Ironman. Le Ironman du Québec et du Canada. Je pense pas qu'il y en a de plus gros au Canada. Donc, il s'est essayé, mais il a cassé très très solide au marathon. Mais bon, il faut essayer. Puis c'est ça, il s'inscrit à un autre Ironman, il veut se réessayer. Donc on lui souhaite bonne chance pour ça. Et c'était un bon duel entre Lionel Sanders et Cody Beals. Lionel Sanders qui avait eu une bonne avance sur le vélo parce que c'est sa force, le vélo. Mais finalement, c'est Cody Beals qui a réussi à avoir Lionel Sanders qui a craqué autour du 30e kilo du marathon. Vraiment craqué solide. Ça, c'est triste à voir le dernier 12 kilos, comment c'est tough. C'est Lionel Sanders qui était un favori qui revenait d'une blessure, par contre. Mais il y a une grosse fanbase. Mais chapeau à Cody Beals qui a réussi, qui n'a pas abandonné, même si Sanders a une grosse avance sur lui pendant le vélo. Il a réussi à l'avoir à la course. C'est ça. Alors, chapeau. Lionel Sanders et Cody Beals sont des athlètes Skechers. Et Nathan Killam finit 3e. Les temps 7,58 pour Cody Beals, sub 8. Ce qui est un record de parcours, ce qui est très rapide pour un Ironman qui n'est pas rapide pantoute, le Mont-Tremblant. Lionel Sanders 8,05,38. Nathan Killam 8,29,15. Maintenant, on passe résultat du 15 kg Rougemont, qui était le championnat provincial de 15 km. En 5e position, Annie Laperle, 58-20. Bianca Prémont, 58-10. 4e, médaille de bronze, Pia Némé, 58-06. Donc, j'ai bien vu au finish, c'était un duel entre les deux coéquipières, Pia Némé et Bianca Prémont. Mais Pia qui a triomphé. Sabrina Saint-Gelais, 57-25. Sabrina qui est maintenant très bien placée dans le circuit de la Coupe Québec, mais qui sait si Meggy se pointe aux 10 km de l'Université Laval, elle sera mieux placée parce que Meggy a remporté les 2 premières jusqu'à présent. Ça va être intéressant de voir les scores une fois le haut des scores cumulatifs avec tous les pointages, mais c'est ça, on sera seulement aux 10 km qui va remporter la coupe parce que ça va se jouer entre Sabrina et Meggy. Mais ça va dépendre si Meggy finit fait le 10 km parce que pour la Coupe Québec c'est les 3 meilleurs temps des 4 épreuves, mais si tu as juste 2 temps c'est sûr que tu n'as aucune chance de l'emporter. Mélanie Mirand d'Athlétisme Ville-Marie qui remporte bien devant la compétition 52-39.7, 52-41 temps officiel, donc elle avait un bon 5 minutes d'avance sur la compétition, donc Mélanie dominante. Et finalement, côté masculin, 5e position, Jean-Pierre Morin, 50-30. Alexis Lavoie-Gilbert, 4e, 49-11. Anthony Larouche, 47-42. Et il s'est fait devancer de très près au sprint par Vincent Ouamé. Les deux jeunes pères qui sont affrontés et qui voulaient être le meilleur père du 15 kg. Puis c'est Vincent qui a été le plus rapide. Et finalement, j'ai remporté en 47-15. Donc ça me positionne très bien pour la Coupe Québec. Mais tout va se jouer vraiment aux 10 kilos. Si j'ai un très mauvais résultat, si je finissais pas par exemple et que Anthony Larouche peut-être réussissait à faire un très bon temps, ça pourrait, on ne sait jamais, il pourrait me devancer au score. Lui qui a déjà fait des très bons points aux 15 kg et aux 5 kg. Ça risque d'être des temps très rapides. On va avoir des joueurs rapides. On va avoir Thomas Fafard qui va être là.
Et j'ai aussi en exclusivité, je le dis pas publiquement, mais je sais qu'il y a quelqu'un de très rapide qui pourrait être là aussi. On attendra l'annonce officielle pour l'annoncer officiellement. Mais ça risque d'être toute une bataille. Bien hâte de voir qui va triompher à Québec. Est-ce que je vais pouvoir réussir à faire le Grand Chelem ou non? Donc de remporter les 4 épreuves provinciales. Ça va être, c'est là qu'on va le voir. Elle est quand cette course? C'est dans 2 semaines. Dans deux semaines. Ça va être en live? Ça va être live aussi? Je pense pas. Ah, Mais on non. pourra voir ça sur Sportstats. On te souhaite les meilleures des chances, François. Merci bien. Finalement, nouvelle internationale. C'est quand même un peu lié. Ouais, j'ai fait un stretch, mais en tout cas, ça m'intéressait. C'est Race in Boden et ainsi que Gwen Berry, qui elle est une lanceuse du marteau. Donc, elle est reliée à l'athlétisme. Et donc, vu que on couvre aussi l'athlétisme, j'ai réussi à relier ça là-dedans. Mais bref, parce que c'est quand même toute une controverse. Dans le fond, Race in Boden, qui est il fait du fencing, donc L'escrime. ouais, de l'escrime. C'est pour ça que je t'ai cette émission. Qui fait de l'escrime, il était dans l'équipe d'escrime et qui a gagné la médaille d'or aux Jeux panaméricains à Lima. Et pendant l'hymne national, il s'est agenouillé pour protester, un peu comme les joueurs de football faisaient, Colin Kaepernick et compagnie, pour protester les inégalités, les injustices aux États-Unis, sous Trump, etc. Et là, lui et ainsi que aussi l'athlète qui fait du lancer du marteau, Gwen Berry, ils ont eu une sentence de 12 mois. Donc ils peuvent pas leur équipe olympique, l'équipe olympique américaine leur impose, les empêche de participer à des compétitions pendant 12 mois. Puis ça leur permet quand même de faire les Olympiques. Mais ils peuvent quand même faire les Olympiques, mais ils pourront pas du tout compétitionner. Donc c'est quand même rough parce que ils disent vous pouvez pas faire de protestation ou de gestes politiques ou religieux quand vous représentez votre pays aux Jeux panaméricains, aux Olympiques, etc. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que la suspension est surprenante, dans le sens que s'ils veulent pas que ça se reproduise, puis permettre les Jeux olympiques à ces athlètes-là, c'est quand même un double message envoyé un peu. Là. Dans le sens que, Donc tu penses que c'est pas assez sévère? Ben, je sais pas. Pour eux, ça a l'air d'être extrêmement important de ne pas mélanger les deux, le sport puis les convictions personnelles, politiques. Dans ce cas-là, l'objectif de la plupart des athlètes, c'est d'aller aux Olympiques. Là, ils leur laissent comme le bonbon finalement dans tout ça, puis ils leur coupent certaines autres compétitions. Je trouve que c'est surprenant comme choix dans tout ça. Là. Peut-être qu'ils sont trop... c'est des athlètes extrêmement... c'est des piliers de l'équipe qui permettraient de... Je sais pas. Ouais, ben ils ont eu des médailles aux Jeux panaméricains, donc c'est quand même du potentiel de médailles peut-être aux Olympiques, surtout en fencing, là, en escrime. Mm-hmm. Toi, qu'en penses-tu? Moi, je suis un petit peu... j'arrive pas à déterminer si je suis pour ou contre de permettre des revendications sociales et politiques. C'est sûr que ça n'a peut-être pas sa place... lors de grands événements, mais d'un autre côté, je trouve ça quand même sévère. Tu te demandes où la liberté d'expression dans tout ça. T'sais. Ouais. Mais je t'avouerais que je sais pas. J'ai de la misère à me déterminer de quel bord que je me trouve, pour ou contre. Là. J'aime ça faire marcher mes invités sur un fil de dentelle, un fil de soie dentaire, comme je le dis, comme des acrobates. Des funambules. Moi, je les supporte à 100%. Les athlètes. Moi, je dis dans 10 ans ou 20 ans, on verra à quel point ils avaient raison. On fait juste regarder ceux qui avaient fait le signe de Black Panther ou je sais pas trop quoi, qui avaient levé le poing. Ça, c'était dans les années peut-être fin 70. Puis dans ce temps-là, il s'était fait créer toutes sortes d'insultes, dire la politique n'a pas de place aux Olympiques, blablabla.
Puis même, le pire dans tout ça, c'est cette image-là qu'on a, qu'on voit, dans le fond, les deux athlètes afro-américains avec le poing levé, qu'ils ont chacun un gant noir. Puis on voit l'autre à côté, il y a comme un troisième, un blanc qui fait rien. Mais finalement, en fait, ce blanc-là, c'est un Australien. Et fait cocasse, c'est lui qui a eu le pire, en fait, dans cette histoire-là. Parce que lui, il leur avait passé son gant, dans le fond. Ils avaient pas de gants. Puis là, finalement, il leur a chacun passé un gant. Fait que c'est pour ça qu'ils ont chacun dans une main différente le gant. Et donc, dans le fond, lui, il les supportait autant. Donc, c'était pas juste un blanc qui était comme pris au milieu de ça. Non, il les supportait. Parce qu'il les a aidés, c'est un des athlètes qui a été le plus persécuté. En fait, son association, l'association australienne, l'ont tellement. Vraiment, c'est affreux le traitement qu'ils lui ont réservé. Il a comme il a été empêché de représenter son équipe et tout ça. Il a été enterré dans les nouvelles. Il ne mentionnait pas son nom. Et finalement, il est mort pauvre, le gars, même si c'était un top aux Olympiques. Puis vraiment, un des athlètes les plus persécutés. Vraiment, c'est assez triste. Qui a pas tant de reconnaissance pour ça parce qu'on le voit pas sur la photo, mais vraiment, il est supporté à 100%. Et bref, c'est un geste politique. Mais selon moi, ça a totalement sa place parce que on sait dans ce temps-là, comme aujourd'hui, le traitement des Noirs aux États-Unis, si on regarde statistiquement la quantité qu'il y en a sur Death Row, donc sur dans le couloir de la mort, sont surreprésentés. Donc c'est clair, même si c'est pas clairement quelqu'un qui est ouvertement raciste, il y en a qui sont ouvertement racistes, mais même si c'est pas un racisme direct, j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans le système de justice, il y a quand même un racisme comme de subconscient, si on veut, qui s'opère parce que statistiquement c'est pas normal la quantité. Puis il y a même des études qui ont été faites qui comparent les crimes commis là, parce qu'on pourrait dire ah oui mais c'est parce que les Noirs ils commettent des crimes pires ou quoi, mais non, tu regardes juste les crimes à crime égal, quand même souvent les Noirs sont avec des pires sentences. Et bref, selon moi la situation aux États-Unis en ce moment qui est assez catastrophique sous Trump. Bref, je les supporte et je donne un finger à l'association. Ben, ils font leur job techniquement, l'association. Je suis sûr un peu qu'il y a du monde dans l'association du comité olympique américain qui ils s'en veulent de devoir faire ça, mais qui sont comme un peu obligés de passer ça dans leur mission statement. Mais en même temps, est-ce qu'il faudrait pas revoir ce mission statement? Peut-être que c'est les Olympiques qui ne le permettent pas, mais en même temps, on regarde toutes les Olympiques qui c'est politique. Si on regarde les Olympiques qui ont eu lieu, je pense que c'était à Berlin, ou c'était à Munich, je pense que c'était à Berlin dans le temps d'Hitler, ou je me souviens plus dans quelle ville, mais en Allemagne dans le temps d'Hitler, tout ça c'était ultra politique, malgré tout, avec Jesse Owens, tout ça. Donc, bref, je leur donne mon chapeau, et ils ont je voulais dire, ils ont des balls of steel, parce que lui, il a des couilles de fer, et la fille, elle fait le hammer throw. Donc, elle lance des boules en fer. Littéralement. Exactement. On va finir là-dessus. Sur ce super jeu de mots. Merci d'être passé. Là. Je pense qu'on est un peu affecté par le gros repas qu'on a mangé puis la chaleur de la journée. Je pense qu'on va prendre un petit nap pendant que toi, tu t'en vas souffrir un peu sur le Mont-Royal. T'entraîner pour ton marathon qui s'en vient. On te souhaite bonne chance pour ton marathon. Merci beaucoup. Ouais. Puis on se reverra la semaine prochaine pour les nouvelles du monde de la course. Yeah.